cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation de certitude. Les s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Bistronomie, le numéro 10 me semble-t-il. Nous sommes ce soir en présence de Dave. Salut à tous. De Ju. Salut. De Van Gligri. Buongiorno. Et pour faire remonter les remarques, questions et réponses potentielles du chat, nous avons Nali. Nali, comment vas-tu? Très bien, merci. La réactivité féminine incarnée. Bien, je vous propose de commencer directement par une première question qui va avoir attrait à la littérature française classique. Dave, tu te sens comment dans ce domaine? Française classique, on va voir. J'ai mon brevet des collèges. Ju. Vous pouvez répéter la question? Voilà. Et Vendriri, tu te sens comment dans ce domaine? On va voir. Ne se prononce pas. Vote blanc. Très bien. Pour tout ce qui est technique. Jackie. Alors, dans l'œuvre pléthorique de Victor Hugo, il y a un personnage que tout le monde connaît, enfin, que à peu près la plus grande partie d'entre nous connaît, qui est Thénardier. Thénardier, c'est dans quel Misérable. C'est dans quel recueil? Les Misérables. Bien. Mais d'où vient ce nom, à votre avis, de Thénardier? C'est comme un surnom. Non, il l'a repris d'un autre nom existant. Un autre nom propre. Tenancier. Alors, il n'a pas repris d'un tenancier. La personne à qui il a repris le nom n'était pas tenancier de son état. Est-ce que l'emploi, le rôle dans la vie de ce Thénardier réel correspond à celui des Misérables? Est-ce qu'il était dans la police, quelque chose? Non. C'est dans le même siècle? C'est tout à fait. Ils sont contemporains l'un l'autre. C'est de l'actu, quoi, pour Hugo. Exactement. Est-ce que c'est le nom exact ou c'est une contrepétrie? Est-ce que le nom est déformé? Alors, c'est pas Thénardier, mais c'est Thénard. Donc, c'est Louis-Jacques Thénard, même plus précisément. C'est un acteur politique? C'est un acteur, oui, il deviendra acteur politique, oui, tout à fait. Mais c'est pas sa fonction première. Père Dreyfus? Non. Alors, je me rends compte que je vous C'est ai donné un personnage symbolique du plaidoyer contre la peine de mort? Alors, comme je lui ai donné le nom, je vais aller un petit peu plus loin. Ce monsieur-là était chimiste de son état, et très chimiste reconnu, qui faisait partie de l'Académie des sciences, et qui notamment a découvert l'iode. Alors, je vous sors ça de mémoire, ou le sodium, je crois que c'est l'iode. Bref. Mais ce Thénard, ce fameux Louis-Jacques Thénard, a pris une position politique, publique, qui a fait que Hugo l'a pris en horreur, et s'en est inspiré pour son personnage de Thénardier. À votre avis, quelle position a-t-il pris? Le travail des enfants. Tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux, à ton avis, tu peux m'en dire plus? Je sais qu'à l'époque d'Hugo, il y a eu ce scandale. Enfin, je me rappelle d'un texte où on parlait d'airain qui écrasait les gens et qu'il était question des enfants qu'on faisait travailler dans les usines et les fabriques à l'époque. Alors, c'est ça. Et ce qui est ce qui est très particulier, c'est qu'à l'époque, le travail des enfants était autorisé, bien évidemment, mais il y avait une proposition de loi, pour faire passer le travail des enfants de 16 heures à 10 heures par jour. Voilà. C'est beau. Et donc, Louis-Jacques Thénard avait refusé, avait dit que c'était un scandale, c'était tout sauf un progrès, que voilà. Après, il faut qu'on se remette qu'on comprenne qu'avec nos yeux d'époque, on peut pas juger de cette question parce que l'enfance, c'est une invention du Moyen-Âge, mais qui a été vraiment reconnue que plus tard, il n'y avait pas d'enfants, il y avait juste des adultes plus petits, avec d'autres contraintes et d'autres problèmes, d'autres problématiques. Donc, ce fameux Louis-Jacques Thénard, qui a inspiré Thénardier, faisait partie de ceux qui refusaient que le travail des enfants passe de 16 à 10 heures par jour. Un charmant monsieur. Le point va donc à Dave. Félicitations, Dave. Merci. Bravo à toi. Alors, petite question. Question d'introduction. Tout le monde connaît Cap Canaveral? Oui. Oui. Houston. C'est quoi le principe de Cap Canaveral? C'est le site de lancement de la NASA qui envoie les fusées dans l'espace. Mais depuis 2000, sur le Cap Canaveral, sur le comté, ils ont changé l'indicatif téléphonique.
À votre avis, c'est quoi l'indicatif téléphonique maintenant? C'est en 3 chiffres. C'est en 3 chiffres. 002? Enfin, ou Non, est-ce que c'est un rapport avec l'astronomie? c'est en rapport avec Cap Canaveral. Triple 0? Non, C'est un triple quelque chose? non, Donc, du coup, 007, on oublie, quoi. on oublie. Le 1, 2, 3, le 123? Non. Alors, Naline, tu as un petit problème technique, tu es revenu parmi nous, c'est ça? Ça va? Tu nous entends? Ça va, je vous entends bien. J'espère que vous aussi. Est-ce qu'il y a des propositions venant du chat? Peut-être pas. Alors, on m'a proposé 666 Non, c'est pas ça. et sinon, les 007 ont fusé. Non, c'est pas ça. Alors, 911 également. non plus. Qu'est-ce qu'on fait à Cap Canaveral, les enfants? On lance des fusées. C'est ça. 3, 2, 1. Bingo! Évidemment, l'indicatif téléphonique local a été modifié. Maintenant, c'est le 3, 2, 1. Il n'y a pas ignition, mais le nouvel indicatif local, c'est le 3, 2, 1. Un point de plus pour Dave, qui marche sur le visage de ses adversaires. Jules, t'es toujours avec nous ou tu dors? Non, je suis là. D'accord. Je te sens pas véloce ce soir. Alors, question suivante. Quelle est la spécificité, quelle est la spécificité des guerres fleuries qui ont opposé les différentes tribus aztèques? Enfin, vous voyez, ça fonctionnait par cité, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Et les guerres fleuries ont une spécificité qui font qu'elles sont connues. Pourquoi? Quel était le but de ces guerres, les guerres fleuries? C'est un rapport, du coup, avec les plantes, j'imagine? L'accès à une ressource végétale? Non. On reconnaissait ses ennemis au type de fleurs qu'il portait sur lui. Alors, il y avait, ça pouvait être une forme d'apparat, mais ça n'a rien à voir avec le pourquoi de ces guerres fleuries. Est-ce que c'est un rapport avec la période? Les guerres ne se tenaient qu'à la floraison de telle ou telle plante? Non. Fleur. Il y a plusieurs spécificités à ces guerres-là. Est-ce qu'il y a à voir avec la capture de prisonniers pour les sacrifier? Pour le tel dieu ou tel dieu? Alors, je ne sais pas si soit tu es sur Google ce soir, soit tu es en pleine forme, mais c'est exactement ça. J'ai vu Apocalyptico. Alors, le principe des guerres fleuries, c'était pas de faire un maximum de morts, c'était de capturer des prisonniers. Donc, ça donnait lieu à des batailles assez épiques, où le but n'était pas forcément de planter son adversaire, mais de le ramener dans sa cité. Donc, le but du jeu, c'était de rattraper l'adversaire par les cheveux et de le tirer au sol. Donc, ça devait ressembler un petit peu à des bagarres de maman à la sortie de l'école primaire. Ça devait être assez particulier. Et en fait, c'était une occasion pour eux, ces prisonniers, d'avoir des individus à sacrifier pour les dieux. Donc, on faisait des guerres pour faire des prisonniers qu'on tirait par les cheveux pour après pouvoir les sacrifier aux dieux. Alors, c'est le scénar du film de Mel Gibson où le personnage principal, c'est comme des chasses à courre, il est poursuivi pour être ensuite sacrifié. Ah, je ne sais pas, je ne connaissais pas ce film. Nali, tu avais une proposition qui venait du chat? Oui, bien sûr, j'avais Sympathic Boy qui nous proposait. C'était des guerres où chaque armée envoyait son meilleur singe pour ne pas perdre des milliers d'hommes. Donc c'était avec les guerres fleuries, c'était assez pertinent. Oui, voilà. Donc Et l'amour. sinon, c'était l'utilisation de poisons de certaines fleurs ou de plantes pour la guerre. Voilà. Non, oui, c'était une réponse tout à fait entendable, mais non, ce ne fut pas ça. Question suivante. Donc, Dave seul mettre à bord. Question suivante. En moins 476 avant notre ère, on ne parle pas du mois de novembre, Charondas fut un philosophe et un législateur grec. Mais il a eu une mort tout à fait originale. À votre avis, qui est en rapport avec une loi qu'il a fait voter? À votre avis, comment est-il mort? Il s'est pas fait renverser par un char, par exemple, en votant un truc sur la circulation? Non, mais c'est quelque chose d'aussi incongru que ça. Il fait pas partie de ces fous qui ont tenté le vol de l'oiseau en bricolant des ailes. Non, alors attention, je te dis qu'il y avait un rapport avec une loi qu'il avait fait adopter. Ouais, il a peut-être dû autoriser d'abord. Non, non, Est-ce que c'était une loi sur la circulation? non. Une loi C'est sur de la... Vas-y. Attends, Van Gogh d'abord. J'allais dire une loi sur l'alimentation. Il n'a pas autorisé des denrées qui l'ont du malade ou non? Non, c'est pas sur l'alimentation. Bon, vas-y. On est dans tu la peux aller Grèce sur antique, Google. c'est ça? On est dans la Grèce antique, c'est ça? Ah oui, moins 476, si. C'est une loi sur les mœurs? C'est pas une loi, superbe. C'est pas une loi sur les mœurs. Économique? Non. Enfin, c'est pas une loi sur les mœurs. Oui, non, c'est pas une loi sur les mœurs. Non. Enfin, Est-ce que c'est un rapport avec un petit peu ce qu'on a vu plus tard avec les duels, avec les trucs d'honneur, quoi? Est-ce qu'il a autorisé certains règlements de compte et puis, du coup, vous avez atteint à ça a un peu à voir. C'est pas directement à voir, mais ça a un petit peu à voir. Il a autorisé Une les rixe. armes en ville, quelque chose comme ça? Alors, il a fait une loi.
attention, après, il faudra peut-être vous dépêcher de répondre. La loi qu'il a fait promulguer interdisait le port d'armes dans l'enceinte de l'Agora sous peine de mort afin d'éviter les violences lors des débats publics. Et il portait une arme. Il portait une arme, il avait oublié de l'enlever, et du coup, comment Peine est-il de mort? Bah, il a été Condamné à la peine de condamné mort. par sa loi. Même pas. Comment est-il Il mort? est tombé dessus comme un con. Non, Tué par les gardes à l'entrée. non, Et ça c'est le s'en plus branle. beau. Il s'est tué avec l'arme en question? Oui. Il se l'est fait chipper par un adversaire politique pendant une engueulade et il s'est fait tuer par sa propre arme dans la main de son contradicteur. Non, il est mort comme un législateur zélé. Il s'est endormi. Lui-même endormi. ayant constaté son manquement à la loi, a lui-même appliqué la sentence. Exactement. Putain, faut être con, Et c'est pas entre possible. lui et Socrate, franchement, les mecs, ils allaient jusqu'au bout de leurs convictions. Ah, vas-y, Ça pour fait dire penser au- Ouais, vas-y, pour ceux qui nous écoutent, Ludo, Socrate, vas-y. qu'il a bu la ciguë alors que tout le monde pouvait le faire évader. Voilà. S'il lui-même ne respectait pas la loi. Enfin bon, bref. Là, Et donc, voilà. Et, en fait, il est rentré dans l'enceinte par une inadvertance, avec son arme. Et on lui a fait remarquer qu'il faisait violer la propre loi qu'il avait fait promulguer. Et le mec s'est pas démonté. Il a déclaré même, au contraire, qu'il l'appliquait. Il a dit, non, mais attendez, non, voilà, je le sais. Je suis venu pour me suicider, en fait. Le mec s'est pas démonté et il s'est suicidé avec son arme au milieu de l'agora. Mais du coup, c'était prémédité. C'était Non, non. prémédité. Non, il semblerait qu'il l'avait oublié, mais il s'est pas démonté, quoi, le bordel. Il a dit, je vais au bout de mon truc, quoi, j'irai au bout de mes rêves, quoi. Ça rappelle un Rappelle- peu le Japon shogun, le côté jusqu'au boutiste. J'ai merdé, j'assume jusqu'au bout. Je veux dire, par rapport à certains législateurs que nous connaissons, nous, je parlerai pas de Cahuzac, par exemple, mais on aimerait que nos législateurs soient un petit peu plus jusqu'au boutiste. Nali, est-ce que tu avais des propositions qui pouvaient ressembler à ça? Non, parce que pas jusqu'à l'indice, ils étaient loin quand même du compte. D'accord, c'est parti sur autre chose. Est-ce que tu peux rappeler le nom de cet homme-là au forceps? J'aimerais bien m'en rappeler, pour être franc. Charandas. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler le nombre de points, s'il te plaît? Ce point-là va à Vendry-Gris, donc ça fait 3 points Non, pour Dave. Adav. Non. C'est toi par rapport à l'association des armes. Donc 3 points à Dave, 1 point à Vendry. Non, parce que s'il a tous les points, il va nous casser les couilles pendant 2 semaines. Donc non. Ah, c'était pas cool, je visais le Fanny. Le melon. À 4 pattes sous le baby. Non, ce point-là ira à Vendry. Bien. Question suivante. Un acteur mondialement connu américain a été interdit d'accès à la Chine pendant 17 ans. Qui était-ce? C'est pas Mickey Rourke? Non, Charlie Chaplin? non, John Wayne. non, Il est encore en vie? oui, Clint Eastwood. non, Il est d'origine asiatique? absolument pas. Chuck Norris. Non, pas Chuck Ah, Norris, toutes les origines. Schwarzenegger, avec tous les Chinois qu'il a butés dans ses films. Pardon, Stallone. Non, On lui a interdit après qu'il y soit passé ou avant qu'il y aille? avant qu'il y aille. En rapport avec un de ses films. En rapport avec un de ses films, bien sûr. Nali, est-ce que des propositions dans le chat? Alors, Sympathic Boy me propose Johnny Depp. Non. J'ai eu Jackie Chan, Schwarzenegger il est aussi, hongkongais. Al Pacino, Tom Cruise. Non. Moi, j'ai Brad Pitt pour 7 Brad ans au Tibet. Ah, t'as dit quoi, Dave? Brad Pitt à cause de 7 ans au Tibet. Puisque ça parle du Tibet et des méchants chinois qui ont envahi le... Un 4e point pour Dave. Exactement. À cause de son rôle dans le 7 ans au Tibet, qui glorifie, vous doutez bien, le combat des Tibétains pour leur indépendance face à la Chine. Bon, on pourrait en reparler un peu de ce combat-là. Bref, donc, un autre acteur, David Thewlis, est le réalisateur du film. Qui est-ce qui a réalisé ce film-là, Cocorico, un Français? Jean-Jacques Hano. Tout à fait. Ils ont été bannis tous pour les mêmes raisons. Personne t'avait proposé ça dans le chat, Nali? Si, New York nous avait proposé sur le gong, en même temps que Dave l'a dit, Brad Pitt également. Moi, Ah bah j'aurais dit- bravo. moi, j'allais dire Matt Damon pour son film pourri sur la Grande Muraille, là. Franchement, moi, j'aurais interdit de territoire à vie, quoi. Alors, il t'est proposé qu'ils soient interdits d'accès à la Terre, lui. C'était différent. Putain. Donc, forcément, toujours priorité au bistronome. Hein, c'est toujours dans le chat de s'exprimer que si ça sèche du côté bistronome. Donc, le point va à Dave. 4 points pour Dave. 1 point pour Van Grigri. Et pendant que Jus se masturbe. Question suivante. J'ai bientôt fini. T'as bientôt fini, Jus? Oui, bon, il est bientôt fini. Question suivante. Quel est le minéral le plus abondant sur Terre, Carbone. Ah non, le minéral, pardon. Ouais. qui représente plus d'un tiers du volume de la planète? Le schiste. Un tiers, tu dis? Van Grigri? Le schiste. Non. Le calcaire. Le fer. Attends, j'ai entendu Jus au loin. Faut que je monte le son à Jus parce que j'entends mal. Le Vas-y, calcaire. redis-nous. Non. Le fer. Non. La silice. Non. Alors,
C'est un nom exotique. C'est-à-dire que c'est pas un des minéraux les plus évidents, ce qu'on connaît tous le plus. Feldspath. Non. Alors, est-ce que tu as des propositions dans le chat? Je rappelle aux gens qui participent dans le chat que Google est interdit parce qu'on ne s'amuse pas. Si vous allez chercher sur Google, vous ne passerez pas pour des génies parce que des génies, on les repère toujours, ceux qui passent par Google. Donc, est-ce que tu as une proposition dans du chat, Nali? Alors, Aslan nous propose le quartz, Non. Neko l'aluminium, Non. Sympathic Boy, le tuf, Non. le sodium pour New York, Non. le feldspath pour Feldspath. Aslan, Non. feldspath, pardon. Et l'hydrogène, le gabbro. Ça fuse, mais... La kryptonite. Non, c'est pas kryptonite non plus. Donc, Le vous ne le cadmium. connaissez pas. Non. Il semblerait que vous ne connaissez pas, donc je vais vous le dire. L'andésite. Non. Vous voulez proposer un dernier truc? Allez, je vous laisse ce que vous voulez, vous avez 15 secondes. Le mica, le grès, Ça commence par un B. Le basalte. Non. Barium. le bolivar. Alors, le minéral le plus abondant sur Terre, qui représente plus d'un tiers du volume de la planète, n'est présent que dans le manteau inférieur, donc vous vous doutez bien, forcément inaccessible à l'homme, parce que sa formation nécessite de très haute pression. Et ça s'appelle le brigmanite. Alors vous allez me dire, mais Steph, comment on en a pu s'en procurer? Donc il y a des scientifiques en ont trouvé un échantillon sur une météorite écrasée en Australie. Et donc il l'a nommé la brigde. Putain, la brigde. Alors c'est un D et un G à la suite, ils nous emmerdent. Ils auraient pu, la brigmanite en hommage. Ouais, bridge, mais il n'y a pas le E après le G, donc voilà. En hommage au prix Nobel de physique de 1946, Percy Williams Brigman, et qui a créé des machines qui reproduisaient toutes les conditions de haute pression pour pouvoir potentialiser des minéraux comme celui-là. Le point ira donc à personne. Et c'est des atomes de quoi là-dedans? Je n'en ai aucune idée, et je ne l'ai pas trouvé dans les sources. Donc voilà. Juste une petite précision, le manteau inférieur se situe entre 670 et 2900 km de profondeur. On voit à peu près qu'on situe. Dans le cadre d'une Terre plate, finalement, c'est sur l'autre face, en fait. Ouais, c'est juste avec qu'à se baisser pour en ramasser. Ok. Bien. Question suivante. En Inde, il y a une partie des automobiles qui nécessite une plus grande attention de la part des constructeurs et qui ont modifié leur chaîne de production Le pare-buffle. pour les livraisons en Inde. Quelle est-elle? Non, c'est pas le pare-buffle. Les roues. Ça, C'est pas les roues. c'est au niveau des rétroviseurs? Non, c'est pas les rétroviseurs. Le radiateur, la ventilation. Non. Est-ce que ça a un rapport avec le respect, par exemple, des bichenouilles ou quoi, de la vie animale? De très non, non. Il n'y a pas de siège en cuir de vachette là-bas, c'est sûr. Voilà. Savoir avec la conduite anarchique de certains endroits. Oui. Les pare-chocs sont beaucoup plus... ça fait auto-tamponneuse, non? Non. Il n'y a qu'une pédale de frein. Ouais, comme sur toutes les bagnoles. Ouais. Non, mais il n'y a que ça. Ah oui. Non. J'ai pas d'idée. Oh, je cherche, mais non. Savoir avec la distance pour s'arrêter? Non. Alors, on va donner la parole au chat. Nali, est-ce que tu as des propositions? Alors, Neko nous propose les amortisseurs. Non. 6 millions nous propose les klaxons. Et Sympathic Boy nous parle des angles morts. C'est exactement 6 millions qui a raison. Également New York qui nous propose les phares. Aslan qui nous propose il n'y a pas de vitesse. Non, c'est 6 millions qui a raison, c'est le klaxon. Mais en fait, c'est 25 000. Il est tellement utilisé. Alors, moi, j'ai vécu ça un petit peu en Turquie, mais en Inde, c'est tellement que la signalisation sur les routes est dégueulasse. Il fonctionne au klaxon pour se signaler, pour impressionner l'autre, pour avoir la priorité. Et c'est à tel point que les constructeurs ont été obligés de s'adapter. Ils ont des tests spécifiques pour les klaxons, pour la livraison en Inde. Par exemple, Audi a un test qualité. Pour que le klaxon soit validé pour la livraison en Inde, il faut qu'il puisse klaxonner 2 semaines de suite, en continu. Ah ouais. Pour que vous rendiez compte un peu du truc. Chez nous, ça grille facile après une Coupe du Monde, quoi. J'imagine, j'en sais rien. Juste pour vous fassiez une idée, un Indien klaxonnerait autant en une journée qu'un Allemand en un an. Voilà, qu'on se fasse bien une idée, comme quoi ils ont tout le temps la main sur le klaxon. C'est connu aussi pour l'île de Malte, où j'ai pu visiter l'île. J'ai vu un seul panneau indicateur de vitesse, c'était à la sortie de l'aéroport pour les touristes. Et il y a un système de bus donc qui parcourt l'île. Et réellement, dans des petites rues étroites à des 80 km/h, c'est le premier qui klaxonne qui passe aux intersections. Voilà, j'ai vécu ça en Turquie aussi, mais c'est la même chose là-bas. Et donc, voilà, les klaxons sont gonflés. Le point va donc à 6 millions, le point va donc au chat. Bravo à vous le chat. Vous êtes encore en course. Question suivante.
Aux Jeux Olympiques d'été d'Amsterdam en 1928, Henry Pierce a remporté la médaille d'or d'aviron. Mais alors, avec une confortable avance, le mec était très très fort. Mais ce que l'histoire retient, c'est surtout ce qu'a fait ce Henry Pierce en quart de finale contre le Français Victor Saurin. Qu'est-ce qu'il a fait, Henry Pierce, à votre avis? C'est de Casser l'aviron. une rame. Non, Il s'est arrêté pour le secourir. non, Il a trouvé. Ils sont en parallèle, c'est ça, sur deux lignes d'eau en parallèle. Il a trouvé un moyen de lui faire une vague qui emmerdait le concurrent. non, Il a coulé. non, mais non, sinon il aurait... C'était en 68? En 1928. À 28. Il lui a dit quelque chose avant le départ? Non, Il l'a laissé gagner. Mais non. non, bah non, sinon il n'aurait pas été... Voilà, Il lui a montré une partie de son anatomie. non. C'est pas peut-être le premier qui s'est retourné pour faire l'aviron? C'est-à-dire que l'autre était en train de ramer en avant et lui il s'est mis en arrière? Non. Nali, est-ce que le chat a des idées? Il a coulé son adversaire. Non. Alors, on me propose un coup de rame, un coup de pagaie dans la tête. Non. Il l'a tué avant même le départ. Non plus. Il a saboté l'engin de l'adversaire, son embarcation. Mais non, parce que sinon il aurait été... Il est toujours médaillé. Ouais, il est toujours oui. médaillé. Tout à fait. Oui. Il s'est accroché au bateau jusqu'à le dépasser avant la fin, juste avant la fin. Non. Ou alors, non, c'est tout. Il a gagné avec une seule main, avec un seul bras. Non. Il a perdu une pagaie. Pardon, vas-y, Dave. Il sifflait un air qui a décontenancé le Français. Non. Alors il a fait quelque chose qui a pu décontenancer son adversaire, ça c'est sûr. Il a jeté ses actions. Non, non, René. Dave, non, il n'a pas sorti une couille. Qu'est-ce qui a pu décontenancer son adversaire? Il est de quelle nationalité, ce gars-là? Le mec qui a Alors, gagné? Lui, il était anglais et c'était en quart de finale contre un Français, Victor Saurin. Ah, allez, un perfide Albion encore, j'en suis sûr qu'il C'est a ça. chanté God Save the Queen. Non, ça serait vraiment insoutenable ça. Nali? Alors, Aslan nous avait proposé tout à l'heure, il a aidé son adversaire. J'avais oublié de le rapporter. Et Non. il nous propose à nouveau, il était nu pour la course. Non, ça a déjà été proposé, mais non, Ah, pardon. pas de mal. Il avait amené un passager. Non, il n'est pas amené sa belle-mère en sortie. C'est pas ça. Il lui a laissé un temps d'avance. Il a laissé le Français partir. Non, je vous aide. Alors, il lui a pas laissé un temps d'avance, mais il s'est trouvé, ce Henry Pierce, à un moment, il a été ralenti. Il allait Un se baigner. canard. Il y a un canard qui est passé sur sa ligne d'eau. Je vais dire une bestiole, ouais. Exactement. Alors là, Dave, t'as du nez ce soir. C'est exactement ça. Le mec s'est arrêté en pleine course pour laisser passer une famille de canards. Il était tellement fort, il s'est tellement badé sur la compétition, qu'il avait tellement d'avance sur le Français, que les coins sont passés, il s'est arrêté, il a laissé passer, il a repris la course et il a battu le Français. C'est quand même, je sais pas si c'est le summum même de l'humiliation, je sais pas comment on peut dire ça. C'est assez fou. On imagine de la plus pour Dave. petite famille passée au ralenti. Ouais. 4 points pour Dave, 1 point pour le chat, 1 point pour Vanguerie, nous continuons. Alors, question suivante. Tiens, question d'abord pour Sympathique Boy. Quel est le nom commun du singe cynocéphale? Vous savez-vous? C'est un singe très connu. Ouais, bah c'est... Sino, bah, une tête, je dirais, Laurent Houtan, non? Non, donc Gorille. non, un singe qui a un peu une tête de chien, ça Ouais. commence par un B. Babouin. Le babouin, bien. Donc, le nom de babouin La a tête été... de chien. Voilà. Le nom de babouin lui a été donné par le naturaliste Buffon. Mais il n'a pas choisi ce nom-là au hasard. Donc, d'où vient le nom de babouin? Parce qu'il y a des babines. Non. Buffon, c'est un Italien, non? Oui. Babouino, c'est un rapport avec... Enfin, Non. Non. Tant pis. Alors, C'est un nom propre à la base? c'est un nom de famille à la base. Ah tiens, bon. C'est une petite blague personnelle? Ah, oui, c'est ça, mais bon, c'est pas une blague. C'est sa Enfin, belle-mère, quelque chose comme ça? C'est pas sa belle-mère. C'était un personnage connu, un politique de l'époque ou... Une famille connue, oui. Baudouin? En politique. Comment? Non, pas politique, par contre. C'est la famille Baudouin? Babouin. Babouin, la famille Babouin. Parce qu'ils ce sont connus pour avoir le cul rose. On sait pas. Non, c'est pas ça. des personnes riches, une famille riche, Tout à fait. dans la banque? Bon, ben, 5e point pour Dave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà, je ne sais pas, il a le Demande nez. ce qui peut éveiller autant de haine, tu comprends? Mais oui. Jus, t'as dit qu'on allait jouer au Yams ou qu'on fasse un truc nous, de notre côté.
Donc oui, dans la ville où vivait Buffon, il était en conflit, ce mec-là, avec une famille de banquiers pour une histoire de construction, de forge. Enfin bon, je vous rentre pas dans les sources plus loin, on s'en fout. Et il les détestait. Il les détestait et il a appelé ce singe babouin pour que tout le monde retienne que cette famille était ignoble. En fait, était des singes. Ouais, c'est bâtard pour les singes. C'est bâtard pour les singes parce que nommer d'un nom, enfin, je trouve ça pas très gentil. Moi. Je suis assez d'accord. Immortalisé par la zoologie, pardon, c'est vraiment. Nali, est-ce que Sympathic Boy avait trouvé? Non, pas du tout. Il m'a beaucoup déçu. C'est vrai qu'il est décevant dans Est-ce qu'il y avait des propositions qui t'ont marqué dans du chat? Non. Très bien. Est-ce que vous connaissez une famille Ténia, par exemple? Jean-Jacques Ténia. Non, ça ne dit rien. L'anoplocéphale par Foliata. Bien, question suivante. Au théâtre, il y a une coutume qui est encore en cours maintenant, mais bon, quasiment plus. C'est surtout les anciens qui en parlent, qui veut qu'il n'y ait pas de vert, la couleur verte sur scène. Pourquoi? Il y a un drame. Oui. C'est à voir avec Molière. Alors, ça n'a pas directement à voir avec Molière, mais Molière était concerné. C'était une couleur qui était présente quand pas mal de grands dramaturges sont morts sur scène? Oui, et c'est pas sans raison. Une pièce en particulier? Non. Ah, le colorant, la teinture qui empoisonnait les comédiens? Il est casse-couille ce soir-là. À base de plomb. Alors, effectivement, donc 6 points pour Dave qui vous marche sur le visage. Donc, cette superstition de la couleur verte, elle vient de la teinture qui était utilisée à l'époque et qui était faite à base d'oxyde de cuivre. C'était pas du plomb, c'était de l'oxyde de cuivre. Je suis corrigé, après j'ai dit cuivre. Ah bah j'ai pas entendu. Et donc, en fait, cet oxyde de cuivre, notamment sur les vêtements ou sur les rideaux, pouvait générer à cause de la transpiration, des inflammations très graves ou des maladies. Et alors, on ne sait pas si Molière est mort de ça, mais le jour où il est mort sur scène, il portait du vert, ça on en est sûr. On ne sait pas si c'est ça directement qui l'a tué. 6 points pour Dave. T'avais des idées peut-être, Nali, ça n'a pas traîné. Il n'a pas laissé le temps. Ben, eux non plus n'ont pas traîné. Ils sont très cultivés sur le chat et avant même Dave, ils ont réussi à trouver que c'était le colorant, enfin la coloration, la teinture verte qui était toxique. Nico et Aslan même. Les deux ont trouvé? Les deux, tout à fait. Alors, félicitations au chat. Malheureusement, comme vous le savez, on laisse toujours la priorité au bistronome. Bravo à vous. Bravo à vous. Bravo à vous, Aslan et Neko. Bien joué. Alors, question suivante. Le squalelet féroce, à votre avis, c'est quel animal? Requin. Ouais, un requin, oui, d'accord. C'est un petit requin qui se nourrit d'une manière un peu particulière. Quelle est-elle? Il se mangeait lui-même. Alors, il faut nous dire en premier. Il se mangeait lui-même. Pas manger la goût en mer. Dave. Il fouille la vase comme les poissons-chats. Non. Il se nourrit des trucs qu'il y a dans le ventre d'autres animaux. C'est-à-dire? Je n'ai pas compris. Bah, tu sais, ils attendent comme certains. C'était quoi? C'est le phoque, là, vous avez vu sûrement la dernière vidéo de Ah oui. Ouais. Non, c'est pas ça. Il se nourrit pas de ce qu'on. Ok. C'est un lien avec son nom. Il y a féroce dedans. Il y a féroce, mais bon. C'est un poisson nettoyeur? Il vit en symbiose avec un autre animal? Non. Est-ce qu'il mange des algues? Est-ce qu'il mange des algues ou des trucs comme ça? Non. Végétarien ou vegan? Non, il n'est pas vegan. Il ne mange pas de quinoa. Il mange que ses propres petits. Non, bah voilà, ça serait compliqué pour la perpétuation de l'espèce, mais non. Nelly, tu as des propositions qui viennent du chat sur le squalelet féroce? Alors, on me propose, c'est un charognard. Non. Enfin, c'est aussi un charognard. Tous les requins sont opportunistes, mais non. Bon, il attrape sa proie, la secoue pour arracher des morceaux. C'est déjà ce que fait le requin. Il n'a pas d'incisive. Il secoue pour... il mange du plancton. Non, c'est pas le requin. Il mange des bouts de leur proie sans les finir. Bon, ça vous met sur la voie, ça. Ah. Alors, il ne mange qu'une partie des autres poissons, la nageoire ou la queue ou que la tête. Enfin, il mange qu'une partie. Le début de ta réponse est très proche de la vérité. Il est super opportuniste. En fait, il croque juste dedans comme ça au passage. Exactement. En fait, son principe, c'est que donc il va manger les plus petites proies classiques comme tous les requins, mais il a une strate pour les grosses bestioles, mais même genre les globicéphales, enfin je veux dire les baleines et compagnie. En fait, grâce à la forme de sa mâchoire, il se colle sur l'animal, ça fait une dépression. Et il croque un gros bout dans le beefsteak, pof, il prend un gros bout et il fout le camp. Et en fait, c'est pas rare que, par exemple, sur une baleine bleue, un truc comme ça, on trouve une dizaine de ronds sur le corps de la baleine qui étaient arrachés directement. C'est-à-dire que les autres requins étant des prédateurs, ils vont attaquer pour tuer.
sinon ils vont pas s'y attaquer. Lui, il sert sur le beefsteak. Imaginez, il y a une vache dans le champ, tu vas prendre une côte de bœuf, tu vas prendre une côte plutôt précisément, et tu fous le camp. C'est un peu l'idée du truc, quoi. Le squalelet féroce. Un point pour Ju, le réveil. Ju, t'es pas fini. Tu peux encore revenir. Bah, cool. On croit en toi. Bonne chance. Oui, Dave, tu disais quelque chose, Dave, peut-être. Oui, bonne chance. Merci. Donc, question suivante. Première chose. Allez, ça va être une question, le chat va participer, ça faudra être le plus près. À votre avis, quelle est la plus grosse pépite d'or jamais trouvée sur Terre? Quel est son poids? Elle fait 400 et quelques kilos. Judy, 400. Essaie de dire un chiffre précis. Je crois que c'est dans les 450 ou 430 kilos, un truc comme ça. Je crois que c'est en Australie. Ju propose 430 kilos. Dave, 432 kilos. 432. 20 kg. 1,4 kg. 1,4 kg? Bah quoi? Ouais, c'est déjà bien. Non, mais c'est parce que pour être sûr que Bah que oui. j'ai bien entendu. Alors, 1,4 c'est kg. bien D'accord. déjà. Nelly, est-ce que. Non, mais la question, c'est pas. Est-ce que tu serais content d'en avoir chez toi? Moi, je veux 1,4 kg. D'accord. Nelly, est-ce que tu as des propositions de poids de la part du chat? Alors, on m'a proposé 22 kilos de 22. Sympathic Boy. Aslan propose 634. Vague me propose 70. Neko 385. New York 56. 6 millions. Moi, je fais une autre proposition, 72. Parce que tu as vu au moment où j'ai appuyé, peut-être, c'est ça? Qui est-ce qui a dit 70, s'il te plaît, Nelly? Tu peux me redire? Oui, c'est Vague de sang. Eh bien, c'est lui qui a le point. La plus grosse pépite jamais trouvée, elle me pesait 65 kilos. Alors, elle n'a pas été conservée en l'état, elle a été fondue, bien évidemment. Mais ce qui est assez drôle avec l'or, c'est que quand on pense or, on pense souvent extraction dans des cours d'eau, avec, vous voyez, des tamis et compagnie. Mais il y a une anecdote qui est assez connue. On peut trouver de l'or aussi, juste avec un simple détecteur de métal. Et c'est en Australie qui a été trouvée la plus grosse pépite de cette manière-là, comme ça, random, juste en se baladant. Le mec pouvait chercher des pièces ou j'en sais rien. Il a trouvé une pépite sous 30 cm de terre de 27,2 kilos d'or. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la trouvaille du bordel. C'est mieux qu'une chasse aux champignons, hein. Mais Ah, là, c'est mieux que la chanterelle, ça se vend plus cher le kilo. Ah, c'est même mieux que la truffe blanche, hein, sans problème. Non, mais il a pas ramassé, il cherchait des pièces, le mec. Ça l'intéresse. Faut me faire chier avec ça, c'est bon, 27 kilos, en plus c'est bon, on me faire mal au dos. Bon. Donc voilà. Le point va au chat. Deuxième point pour le chat, bravo à vous. Alors, question suivante. Il va falloir avoir de la jugeote. Ce sera notre avant-dernière question de la soirée. Quel est le seul département français qui s'agrandit régulièrement? Ah bah c'est la Réunion. L'île, ouais. Peut-être pas la Réunion, mais c'est l'île en Polynésie, non? C'est pas une île volcanique? Il m'énerve. 7e point, c'est l'île de la Réunion. Bravo à toi. Effectivement, c'est le seul département français qui s'agrandit, et vous doutez bien que c'est dû aux coulées de lave qui viennent du piton de la Fournaise et qui se jettent dans l'océan. Et donc, par exemple, pour l'éruption d'avril 2007, il y a eu 45 hectares de plus qui ont été gagnés sur l'océan Indien. Il y a Hawaï récemment aussi qui vient de grandir. Alors, Hawaï n'est pas un département français. Non, mais c'est dans le même ordre d'idée. Je te retire... État américain. Pour cette connerie, je te retire 6 points. Donc, d'où vient... Question finale. Attention. D'où vient l'expression « qui dort dîne » ? Vous savez, l'expression, voilà, on a faim, mais qu'on fait contre mauvaise fortune. Attendez, mauvaise fortune, bon cœur, on va se coucher. Alors, Ju nous dit des auberges. Peux-tu préciser ? Parce que quand tu réservais dans une auberge, tu dormais, donc tu dînais. C'est un forfait ? C'est ça. Exactement. Je rien de plus à dire que ça. C'est exactement la réponse, Ju. Ça vient des auberges, notamment pour les placements en carriole ou en charrette, quand il y avait plusieurs personnes qui voyageaient à travers la carriole, pour obliger les gens à profiter du service complet. Ils obligeaient les gens, ceux qui passaient la nuit, à manger là. Genre, ils se pointaient pas avec leur pique-nique, quoi, vous voyez, où ils s'arrêtaient pas au Magdal. Et donc, il y avait marqué un écriteau sur les auberges de l'époque qui pratiquaient cette technique. Qui dort, dîne. Est-ce que le chat a eu le temps de réagir ? Oh non, du tout. Ils n'ont pas le temps de réagir. Non, mais Ju a été très dynamique sur cette réponse. Donc un deuxième point pour Ju. Bravo à toi. Est-ce que vous voulez une dernière question ou on s'arrête là ? Ah oui. On peut s'arrêter là. Ouais, Alors une dernière question. La toute dernière, attendez que je la retrouve. C'est celle-là. Ok, c'est ça. Alors, René Duchèze fut un résistant durant la Seconde Guerre mondiale, qui a grandement contribué au débarquement en Normandie. Qu'a-t-il fait, ce René Duchèze ? Il a fait des plans des plages. Il les a pas fait, mais c'est pas loin. Il les a communiqués. Alors, c'est ça, mais comment a-t il fait ? En morse. C'est pas comment il les a communiqués. Ça, je m'en fous de la façon dont il les a Une carte en morse, c'est pas mal, non ? Ça se fait. C'est comme les pixels, tu sais. Bon, c'est un peu long. Par de la photo ? Comment s'est-il procuré les plans de la barrière de l'Atlantique ?
du mur de En l'Atlantique. couchant avec un officier. Non. Il a travaillé pour les Allemands pour ça? Ouais. Il était fournisseur de béton armé? Non. Il était cartographe. Non. Il les a fait boire, il les a saoulés. Non. Il les a repérés sur une carte en se promenant. Non. Non, il n'a pas fait de l'étude sur place. Il a trouvé des cartes. Il a récupéré des cartes qu'il a passées à la Résistance et à Londres. Il était à la poste, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas fait gaffe, ils ont envoyé ça par la poste. Non. On parle bien de documents secret défense pour les Allemands. Oui. Il avait accès à un bureau? En tout cas, il s'est offert l'opportunité. Est-ce qu'il faisait le ménage? Non. Il a apporté de la bouffe. Non. Il faisait des travaux à côté, il a eu l'occasion de casser un mur ou quelque chose comme ça? Ah, on brûle. Nous brûlons. Donc il est dans le bâtiment. Oui. Toiture, il faisait les toitures, il a eu l'occasion de s'introduire en passant par les toits. Non. Les égouts. L'électricité. Non. Mais après, je peux Il a posé le téléphone. Il a fait poser le téléphone. Non, c'est beaucoup plus con que ça. Serrurier. Il était serrurier et il avait tous les doubles de la commandante Tour. Non. Il était ramoneur. Ils lui ont demandé de venir s'occuper des cheminées. Ne t'aventure pas dans ça. Il a Non. fait le Père Noël. Oh oh oh. Je propose qu'on évite toute blague avec cheminée et Deuxième Guerre mondiale. Tu auras des ennuis. Dans le bâtiment, c'est quoi? C'est de la peinture? Et voilà. Bon, il finit en apothéose. Alors, c'est normal que ce soit lui qui trouve pour finir. Il était tout simplement peintre en bâtiment, ce René Duchesne, et il était sur des travaux de base. Et couillu le bonhomme. Vous voyez, c'est pas un mec qui avait accès au bureau, machin. Il a pris sur lui. Il est rentré dans des salles pendant que ça vadrouillait, alors qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas d'accès de nuit, hein. En pleine journée. À la couillu, il a pris les plans. Il s'est barré tranquillement, comme s'il avait fini son service en pleine journée. Et il s'est caché. Il a remis les plans à la Résistance qui ont été transmis à Londres derrière. Et en fait, ces plans-là ont permis à Londres, en fait, on va dire aux débarquants, de choisir quelle plage. Vous savez, il y a Estward, Juno, bref. Et donc, pour ceux qui connaissent cette région, il y a d'immenses plages sur toute la truc, mais ils n'avaient pas tous les mêmes niveaux de défense, des mines, des bunkers et compagnie. Donc, ça a permis ces plans-là de choisir quelle plage était la plus débarquable. Ouais, la plus tendre. Ouais, je sais pas comment on peut dire, mais Plus propice. la plus propice, exactement. Ce René Duchesne, dont le nom a été oublié, a été un résistant plus que important. Voilà, c'était la dernière question. Merci à tous. Donc la victoire est écrasante de Dave. Ah, pardon, Nali, est-ce qu'il y avait des propositions venant du chat sur cette question? Oui, Aslan avait trouvé bien avant, même la bonne réponse. Il connaissait donc ce René Duchesne? Non, mais il a fait la bonne proposition. Je ne crois pas qu'il le connaisse personnellement. Oui, non, mais oui. C'est compliqué avec toi, Nali, c'est adorable, mais bref. Donc il connaissait l'histoire, plus précisément. Alors, félicitations à lui. Tu m'as dit c'est Aslan? C'est Aslan, oui. Donc, bravo. Bravo, parce qu'il fallait le savoir. Donc, Dave, bravo pour ta victoire. Je crois qu'on n'a jamais vu quelqu'un écraser autant la concurrence. Et oui. C'est indécent, presque. Presque, mais je salue mes adversaires et c'est pour les inciter à être de plus en plus dégourdis dans les prochaines émissions. Le melon. Vous savez comment le choisir? L'humiliation est totale. Du style, vous êtes nul à chier, je vous invite à un petit peu vous réveiller que j'ai de l'opposition. Bravo, c'est moche comme comportement. Bien, merci à toi, Dave. Merci à tous. Ju. Merci à tous. Ce fut Voilà. une belle bataille. Original. Vendredi. Je vous déteste. Dave particulièrement. Nali, merci à toi et bravo au chat. Merci à vous, merci à eux. Nali, est-ce que tu avais une personne à tirer du chat qui t'a paru la plus apte à participer ou activement et retrouver les bonnes réponses? Ah, ce soir, c'était Aslan. C'était la soirée Aslan. Je crois que c'est Neko qui avait brillé la dernière fois. Là, ce soir, c'est Aslan. Oui, tout à fait. Très bien. Moi, je vous dis à tous à dans 2 semaines pour le prochain Bistronomie. Et merci. À bientôt.